Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à vous tous, amis auditeurs. Merci de nous retrouver en direct sur Radio M pour le Café Presse le jeudi. Et grosso modo parler de ce nouveau gouvernement, sans trop s'étaler, je dirais alors un gouvernement au plan B qui va expédier les affaires courantes avec un acteur principal, on le sait donc, c'est Ouyahia, et la priorité c'est la révision de la Constitution. Le gouvernement d'abord peut-être, non? Oui. Moi je vois dans ce gouvernement, enfin, au milieu de la campagne électorale, on se posait des questions sur l'avenir politique d'Abdelmalek Sellaj. Il était très mal parti, il a sorti ce Hachaz, Razqallah, au sujet des Chaouis, en voulant faire une blague qui a mal tourné. Il était en grosse difficulté, il a été chassé de Djaya. On s'était même posé la question si Bouteflika devait reconduire comme Premier ministre. Alors, à quoi nous aboutissons? Nous aboutissons à un gouvernement qui a quand même, de mon point de vue, qui est marqué quand même par une forte patte Abdelmalek Sellaj. C'est-à-dire que dans ce gouvernement, il y a beaucoup de ministres qui sont réputés être proches d'Abdelmalek Sellaj. Il a participé à proposer certains noms. Il y a des noms, on les connaît, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, etc., qui sont du premier cercle présidentiel, qui ont été proposés par Saïd Bouteflika déjà en septembre 2013, donc pour préparer la campagne présidentielle, qui sont restés aux affaires. Et puis il y a d'autres ministres qui sont réputés être proches plutôt du premier ministre. Le fait que M. Belkhadem et M. Yahya ne figurent pas dans le gouvernement peut être aussi attribué au fait qu'on a redonné une marge de manœuvre à Abdelmalek Sellaj. Ils ont assisté au Conseil des ministres. Voilà. Chose inédite. Oui. Alors, il faudrait savoir quelle est leur position. Mais la conclusion que je tire, c'est que Abdelmalek Sellaj sort non seulement sur lui à la campagne électorale, mais il en sort renforcé. Ce qui pose la question des réserves en ressources humaines du système. C'est-à-dire vraiment, il n'a plus rien. D'être obligé encore de recourir à Abdelmalek Sellaj et de lui confier autant de prérogatives, c'est un plan B. C'est un plan B. Oui, c'est un plan B, mais ça dit aussi le fait que la marge de manœuvre est devenue très sans aucune consistance. On ne connaît aucun membre du gouvernement qui a fait une déclaration politique importante, qui a fait une position, qui a une doctrine, une idéologie. Rien, c'est plat, c'est tellement plat qu'on a l'impression que ce gouvernement, finalement, on l'a fait juste parce qu'il faut un gouvernement pour gérer les affaires courantes. Personne ne va soupçonner ce gouvernement de régler les grands problèmes du pays. Même Saadani l'a qualifié de gouvernement administratif, et même pas technocrate. Et donc on peut ajouter à ça que le dossier de la Constitution se traite au cabinet du président. Donc les choses sérieuses, ce n'est pas au gouvernement. Enfin voilà, le gouvernement, ce n'est pas sérieux, c'est juste un appendice administratif. Moi je ne suis pas d'accord. Gouvernement provisoire, mais ça c'est un gouvernement qui est issu de ces élections, donc il va travailler pendant longtemps. Mais quels sont les indices? La seule personnalité politique qui a dit ce que tu dis à Abed, c'est Amal Saadani, donc je ne sais pas si c'est un compliment pour toi ou pas, mais c'est la seule personne qui a dit que c'était un gouvernement de transition. Moi je ne pense pas que ce soit un gouvernement qui va expédier les affaires, parce que c'est un gouvernement qui vient d'être installé après les élections. Le gouvernement qui a expédié les affaires, c'est Sellaj II, qui a été nommé en septembre 2013, à 6 mois des présidentielles pour préparer le scrutin. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme a dit Hassan, c'est vrai que ce gouvernement porte la marque du Premier ministre. D'habitude, c'est toujours le président qui choisit tout l'ensemble du gouvernement. Mais cette fois, le Premier ministre a contribué lui aussi avec des têtes nouvelles. Je dis que certaines personnes n'ont pas d'idéologie, ne sont pas connues, n'ont pas fait de déclaration. Le gouvernement vient d'entrer en fonction. Il y a beaucoup de personnalités, notamment la ministre de la Culture, qui a un background, le ministre délégué aux affaires financières, un ancien de la BAD qui a un background. Donc je pense de la BAD. Oui. Vous trouvez que ça, à la Banque algérienne de développement, il a fait sa carrière au ministère des Finances. On va voir. Ouais. Quelles sont les prérogatives et le pouvoir, la marge de manœuvre de ce gouvernement pour
pouvoir agir sur les priorités sociales et économiques de l'Algérie. Il y a deux partis qui ont soutenu la candidature de Bouteflika, qui l'ont porté haut et qui sont pratiquement absents de ce gouvernement, c'est le FLN et le RND. On risque d'aller vers une crise, un affrontement à la prochaine quand le gouvernement aura affronté la PM, d'autant plus que cette année continue à revendiquer le Premier ministère. Donc, on risque d'aller vers une véritable... Tout à fait dans la continuité, il y a une évolution des lignes. Il y a au moins 5 ministres qui ont été cooptés par le Premier ministre, le ministre de l'Information, le ministre de l'Éducation. De la Communication. De la Communication. Il n'y a plus de ministère, c'est bien de le relever ça. De l'Éducation. De l'Information et le ministre de la Communication, le nouveau ministre de la Culture, le nouveau ministre de la réforme déléguée au budget, de l'éducation, Mme Remaoun qui vient d'Oran, c'est la filière CNL, et c'est connu, mais enfin moi je sais comment ça s'est passé, voilà, donc je me permets de le dire. Il y a la moitié des 11 nouveaux ministres qui sont rentrés, au moins la moitié, qui sont des choix du Premier ministre. Voilà, donc moi je dis, là en fait, si j'ai pris la responsabilité de dire ça, c'est pour poser la question qui est aussi derrière, parce que celle-là n'a pas beaucoup de pouvoir en réalité. Est-ce que c'est pas le retour d'une autre faction du régime? Alors moi j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui était très mécontent de ce gouvernement, c'est M. Gaël Saleh. Il y a des têtes qui sont dans ce gouvernement qu'il aurait voulu ne pas avoir dedans. Qui, par exemple? J'ai pas le détail, mais il n'est pas content des équilibres qu'il y a dans ce gouvernement. Donc après coup, est-ce que Gaël Saleh a zerbah dans cette affaire-là? Par contre, c'est que le gouvernement n'est pas issu de l'Assemblée nationale, n'est pas responsable devant le Parlement. Il y a différentes manières de former le gouvernement. On n'a même pas tenu compte d'un truc formel, c'est de viser, par exemple, dans les partis qui sont les deux grands partis qui sont dominants au Parlement. Et donc, on a un gouvernement qui se détache de plus en plus de toute légitimité et qui devient le vrai représentant de la bureaucratie au service des pouvoirs, et c'est un gouvernement de préfet. Est-ce que pour donner un sens à ce que tu dis, est-ce que finalement ça n'explique pas clairement que c'est un gouvernement de transition, que la réalité a été fixée par le président, encore lors de ses conseils de ministres, il a bien dit, voilà mes priorités. Quand j'ai dit transition, il ne fallait pas prendre la formule au premier degré. Ce que je veux dire, c'est moi, mon papier d'aujourd'hui dans le quotidien d'Oran, c'est un gouvernement d'attente. On est là, il faut faire un gouvernement. C'est vraiment différent. Mais pourquoi faire? C'est pas pour régler la crise, c'est pas pour dessiner un cap politique pour le pays visiblement, c'est pour attendre. Attendre. D'abord un gouvernement plus large d'union nationale, etc. Oui, on essaye un peu de désamorcer les bombes politiques, les bombes sociales qui ont été mises en place avant le 17 avril. Ce n'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas un gouvernement de transition. Parce que des partis ont refusé. Ça peut être un gouvernement de technocrates, entre guillemets, ou un gouvernement administratif qui est là pour gérer, et encore, même les dossiers qu'il va gérer, c'est des dossiers latents, ça veut dire qu'ils traînent depuis des années, aussi bien la lutte contre la corruption, la lutte contre la bureaucratie, le problème de logement, le problème de chômage, tout ça c'est des problèmes, c'est des passifs, c'est un dossier passif. On est en train de se questionner sur la marge de manœuvre du gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement juste pour expédier des affaires courantes, ou est-ce qu'il a une vraie feuille de route? Et la première mesure que ce gouvernement a eu à prendre, c'est d'annuler, d'abroger, de réformer l'article 87 bis, qui est une forte revendication du GTA, qu'elle n'a pas obtenue à 2 reprises à l'occasion de la tripartite. Et il y a eu des réactions pour dire si on abroge en l'état, il y a un poids sur le budget de l'État qui va pas être soutenable, et aussi pour les entreprises. Qui était la position? Donc ce qui m'amène juste à dire que nous sommes, la première mesure du nouveau gouvernement, c'est une mesure qui est dans la continuité de ce qui se faisait avant. On n'a pas encore commencé à voir le management et la gouvernance nouvelle qui tient compte des véritables challenges de la situation. Dont on annonce l'abrogation va dans cette logique, c'est calmer le Front social. On va essayer de calmer, de tenir le plus longtemps possible, mais il n'y a pas de cap, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de politique. Les ministres vont mettre les habits de ministre, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans leur bureau. L'administration qui est là, qui fonctionne à son habitude, va les inonder avec ces dossiers. Et puis, au bout d'une semaine, ils vont fonctionner exactement comme avant,
comme avant parce qu'il manque le fond politique. Aujourd'hui, ce qu'on entend le plus, c'est ceux qui critiquent, hein, c'est-à-dire en disant, voilà, le 87 000, ça va coûter tant de plus dans la dépense publique, etc. Et vous avez ceux qui sont pour, qui vous disent, voilà, vous êtes dans le credo libéral, etc. Mais en réalité, ça pose une vraie question. Personne aujourd'hui ne travaille réellement. La grande déception, on va parler du 87 bis, puisque beaucoup de gens disaient que le futur mandat sera économique, notamment Reda Ahmiani, le président du FCE. La première déception, c'est l'absence d'un ministre de l'économie. Il n'y a toujours pas de ministre de l'économie. L'économie est dispersée entre un ministre des Finances, entre un ministre du Commerce, entre un nouveau ministre de l'Industrie. Et encore une fois, l'absence, c'est la deuxième fois consécutive que la PME n'a pas son ministère. La PME, qui est l'avenir de l'économie, se trouve limitée à une... La seule chose que sait faire le gouvernement, c'est distribuer de l'argent. Or, aujourd'hui, les seules mesures intéressantes, ce sont des mesures de rigueur, d'austérité, de bonne gestion, de bonne gouvernance. Ce sont des mesures qui sont forcément impopulaires a priori. Ça c'est des choses. Donc, cette semaine. on est tellement allé dans un sens qu'aujourd'hui, il faut faire un rééquilibrage. Je suis de gauche, mais la subvention du carburant est absurde. Elle est absolument absurde. Donc voilà. Et ça, ce gouvernement ne peut pas le faire. Illégitime, n'a pas les compétences. Et puis je rappelle la formule d'un de mes amis qui s'appelle Moulid Harrouch. Des ministres ne font pas un gouvernement. On a des ministres, on n'a pas un gouvernement. Un gouvernement, c'est une équipe avec un cap, un choix, un programme, une solidarité gouvernementale. Des ministres, c'est des individus qui font ce qu'ils peuvent. À la rigueur, comme a dit Abed, il a bien fait de le dire, malgré tous les défauts qu'il a, Ahmed Yahya a été sans doute un des hommes politiques les plus courageux à appliquer la rigueur et à dire je suis l'homme des salles. C'était la famille. Moi je crois que c'était la famille. Oui, c'est la famille. Bien après. Alors, je parle de bien après. Ahmed Yahya disait oui, je suis l'homme des salles besognes, mais j'applique cela contrairement à la volonté populaire. Tu parles de rigueur et on en a vraiment besoin, mais il faut préciser que durant la campagne électorale, le staff du président n'osait absolument pas parler de rigueur pour ne pas faire parler, pour ne pas faire peur aux gens. Moi j'ai reçu Sedel comme Premier ministre pendant cette campagne électorale. Lorsqu'on parlait de rigueur, non, il n'y a ni rigueur, on va aider. Il n'a même pas osé condamner l'informel. Il a dit nous allons essayer de travailler avec l'économie informelle pour ne pas faire braquer les gens et pour ne pas perdre encore plus de voix. Donc la rigueur, pendant les campagnes électorales, les gens ne sont pas responsables de ce qu'ils disent, c'est l'aide encore moins. Il dit qu'en fait ils sont conscients, le gouvernement et le pouvoir, de tout cela, que c'est insoutenable et que très vite ils vont devoir changer de cap. Mais ils ne veulent pas l'engager alors qu'ils ont beaucoup investi dans une communication qui laissait entendre que Mazal va faire. Et M. Youssouffi vous a donné 3 ans. M. Youssouffi nous a beaucoup vendu cette soupe. Il y a encore des gisements, il y a encore des possibilités, etc. En particulier, je ne sais pas trop. Et donc, à quel moment, qui va prendre l'initiative d'annoncer la première mesure impopulaire? M. Ahmed Haj Nasser, qui était invité il y a quelques semaines de l'invité du Diète, a dit qu'ils n'auront pas ce courage de le faire eux-mêmes, ils vont le faire dire par une instance à l'international. Lui pense qu'ils vont prendre le prétexte du FMI. Bon, il faudra du temps avant qu'on soit obligé d'aller. Mais a dit non. Voilà. M. Benitour dit ça va arriver plus vite. Ça va arriver plus vite et il va falloir engager des mesures impopulaires. Et M. Benitour, en aparté, je vais trahir, il s'était étonné qu'il n'y ait pas eu de ministre Nebni dans le gouvernement sénégalais. Il considère que c'est un échec pour le gouvernement parce que le gouvernement aurait pu se parer d'une certaine image de réformateur en prenant une ou deux personnes ressources dans le réseau Nebni qui a beaucoup réfléchi sur comment faire de l'Algérie un pays diversifié et exportateur. Individuellement, oui. En tant que gouvernement, non. Mais ces gens-là, nous, on ne les connaît pas en tant que personne. Ils nous intéressent en tant que gouvernement. La condamnation, c'est que ces gens-là, s'ils sont conscients individuellement, ils nous mentent en tenant les discours qu'ils tiennent. En fait, ils sont dans une forme de schizophrénie où ils vous disent, on en a rencontré, ils vous disent
oui, ce que vous dites est vrai, que les subventions c'est absurde, que le prix de l'eau, c'est parce que c'est bas que ça gaspille. Mais de l'autre côté, ils vous disent, ça c'est ce que je vous dis, mais quand même il y a des impératifs politiques. Et le souci d'un gouvernement, c'est de préserver la stabilité, etc. Donc on baigne dans cette schizophrénie. Je serais enclin à entendre, à écouter ce discours s'ils y croyaient. Mais je sais qu'ils n'y croient pas. J'en ai vu quelques-uns qui l'ont dit. C'est pas qu'ils n'y croient pas, ils sont dans une réflexion immédiate. Ils n'y croient pas du tout. Ils n'ont pas intérêt à faire des réformes. Ils sont réellement dans la crainte qu'on augmente le prix de l'électricité, il y a des gens qu'on la roule. C'est ça le souci majeur, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas l'adhésion, ils le savent. L'adhésion qui existe n'existe que par la redistribution. Il n'y a pas d'adhésion réelle. Seulement, ce n'est pas la volonté du gouvernement, c'est la volonté d'un système qui veut maintenir une système. Parce que sans cette politique incohérente, sans clarté du cap à prendre, ce gouvernement, ce système tomberait. Ils ne veulent pas de changement économique parce que c'est ça qui les arrange. C'est une économie de rente, c'est une économie de distribution inégale. Je suis tout à fait d'accord. La question de l'énergie qui se pose par rapport à la subvention de l'électricité ou la subvention des hydrocarbures. Écoutez, avec tout l'argent qui a été gaspillé, avec une politique populiste qui n'est pas rentable, sans aucune valeur ajoutée, ils auraient pu développer les énergies renouvelables, qui certes coûtent cher à l'investissement, mais sur le long terme, ça peut être rentable, on peut même exporter cette énergie. Moi, je crois qu'ils sont tout à fait conscients, ils ne veulent pas de changement, parce que la question de l'économie dépend essentiellement d'une volonté. Visiblement, de grandes décisions à prendre pour changer de cap. Sur la subvention de l'énergie, on peut réduire la subvention de 80% sur 5-6 ans, de manière publique, transparente, on peut le faire, on peut faire de la médiatisation, de la communication. Je pense que les Algériens accepteraient ça. Quant à la crainte de la rue, moi je pense que les gens ne sont pas si déraisonnables que ça, si les choses sont présentées de manière honnête. Le problème, c'est que celui qui les présente de manière honnête n'existe pas. Alors, président, encore une fois, la lutte contre la corruption, c'est une de ses priorités. La grande question, c'est comment il va faire. Voilà. Est-ce qu'il a réglé le problème en écartant les gens du FLN du gouvernement? Est-ce qu'il a d'autres perspectives? Bon, ça c'est... Il y a une réponse symbolique. M. Ammar Boul est maintenu au ministère des Transports. M. Ammar Boul, nous avons publié à Maghreb Émergent un rapport d'envoi de l'enquête du juge d'instruction sur le scandale de l'autoroute Est-Ouest. Son nom est cité. Il y a une commission qui lui a été attribuée selon divers accusateurs par Pierre Falcon, homme d'affaires qui a obtenu pour les Chinois le marché de l'autoroute Est-Ouest. M. Ammar Boul est un justiciable dans cette affaire-là. Il devrait être dans la même situation que Cheikh El-Khalifa. Je ne cite que lui, il y en a d'autres, mais parce que lui est au gouvernement. M. Bouteflika a choisi de le maintenir. C'est, à mon avis, symboliquement, sa manière de lutter contre la corruption. Les mesures dont on parle, ce sont des mesures pour stopper le gaspillage. Donc ce sont des gaspillages de ressources, mais ça ne suffira pas. Il faut d'autres mesures pour créer de la richesse. Et alors, par rapport à ce challenge, malheureusement, moi je pense qu'on est devant une situation où on va se rendre compte que le système ne veut pas changer, mais lorsqu'il voudra changer, le système ne sait pas changer, ne sait pas faire une autre politique que celle-là. C'est même le grand obstacle, c'est un problème de compétence. Quand on voudra passer à une autre politique économique, on se rendra compte qu'avec ces ressources humaines, c'est impossible. Avec ce gouvernement, c'est impossible, parce qu'ils ne savent pas le faire. Quand il y a un dossier sur un cas de corruption, ou le dossier avec qui soit fait par un type du DRS ou par une institution d'armée ou de police ou la justice d'instruction, là, il va où? Est-ce qu'il y a une justice indépendante qui fonctionne correctement et qui peut trancher? Donc, tant qu'il n'y a pas ça, on est dans des dossiers, on est dans une sous-gestion d'un dossier qui, à la base, ça ne marche pas à la base. En haut, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une vraie séparation des pouvoirs,
que tout le monde soit comptable devant la justice, le ministre, le secrétaire général du ministère, et le simple citoyen, et l'officier, le général. Voilà, donc c'est le problème de la démocratie qui est posé par la corruption en fait. La corruption n'est pas un problème en elle-même, c'est une espèce de dérèglement dans un système qui n'est pas démocratique. Même avant, même quand c'est le DRS, c'est sous le procureur général. Hein, attention. Tout se fait formellement sous la coupe de la justice. Le DRS avait son statut de police judiciaire pour mener des enquêtes. Maintenant, si cette info se confirme, pour l'instant, pour moi, on est compte de là, ça veut dire qu'on transfère, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était le DRS qui faisait le régulateur hein, dans la gestion des affaires de corruption qui touchent les contrats, etc. C'est un transfert qui se fait ailleurs. Quel sens lui donner? Peut-être c'est ça l'enjeu réel du pouvoir actuellement, le poids du DRS vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'on a un gouvernement qui doit, ou après ils vont éliminer ceux qui n'aiment pas, c'est tout. La vraie contrainte pour cette loi, c'est que, vous savez, moi je pense qu'il faut toujours rappeler que ces chaînes ont été autorisées parce qu'une chaîne à l'extérieur a commencé à creuser son sillon et s'appelait le Baba Libya, présumé proche du fils, parce qu'il y a eu le printemps arabe, tout ça. Voilà, mais qui est venue la première et qui a commencé à prendre, et c'est à partir de là que le gouvernement a autorisé, est devenu soudainement libéral, car les actes de gens. Ça montre aussi tout l'archaïsme d'un pouvoir et d'un gouvernement. Aujourd'hui, la seule chose à faire qui soit viable, c'est de se dire quels vont être les médias dans 20 ans. Ça bouge tellement vite, ça avance tellement vite que c'est extraordinaire. Et on va se dire, comment ça va évoluer dans 20 ans? On met une loi pour essayer de mettre les grandes lignes et puis le laisser à la gestion au quotidien pour essayer de faire en sorte que les médias soient utiles au pays. Ça aussi on l'oublie. Il faut qu'ils soient utiles au pays. Une presse économique est absolument nécessaire pour que l'économie puisse avancer. C'est bien, j'insiste sur ma question. Vous ne voulez pas répondre? Laquelle, si. Hamid Green, gendarme ou il va nous surprendre? Non, c'est pas une affaire de Hamid Green. Hamid Green Il est ministre de la communication. Non, Hamid Green. Il a de l'ambition. Hamid Green a accepté d'être dans un système, il va en appliquer les règles et les décisions et les lois. Point à la ligne. Le problème vient d'être soulevé à l'instant. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas une stratégie nationale de communication qui permette de définir le paysage médiatique en fonction des besoins réels de l'Algérie et des Algériens. Deux, l'absence de chaînes éducatives, de chaînes pour les jeunes, de chaînes économiques, de chaînes assez spécialisées et pointues pour mener les véritables débats. Alors ça, et sur ça, on assiste au bourgeonnement de chaînes commerciales. Tu parles de censure, voilà la censure elle commence. Donc, à mon sens, on a une loi bourrée de contradictions, très limitée, qui ne va pas permettre d'aller loin. La réponse, elle va donner. On va mettre en place les chaînes qui nous arrangent. Point à la ligne. Ce n'est pas une affaire de Hamid Green ou du plus libéral des ministres. C'est une affaire du système. D'accord. Non, il faut arrêter. Jusqu'à maintenant, on a plaisanté sur le sujet. Le dernier fait d'armes de M. Hamid Green en tant que directeur de la communication chez Jay-Z, parce qu'il faut quand même rappeler la fonction de laquelle il vient, ça a été d'appeler le directeur de la radio, de la chaîne 3, pour demander des sanctions contre une de nos consoeurs, Hakima Kamal, parce qu'elle avait sur son plateau un invité qui avait critiqué vertement, je peux le citer, c'est Maître Leza, qui avait trouvé que la transaction Jay-Z État algérien était défavorable à l'État algérien et que l'État algérien était en mesure de racheter Jay-Z sans débourser le Mandina, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, mais il était libre de le dire, et M. Hamid Green a demandé des sanctions et elle a failli être sanctionnée parce qu'elle considérait que c'était contre Jay-Z. M. Hamid Green, il peut changer, tout le monde peut changer, mais de ce que nous savons de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est plutôt de ce tonneau-là. Politique, il y a aujourd'hui dans le pays plusieurs agendas. On en parlait tout à l'heure. Un agenda du président Bouteflika, un agenda du pouvoir dans son ensemble, c'est-à-dire
l'appareil militaire et sécuritaire, la bureaucratie, etc. Et il y a tous les groupes qui possèdent l'argent qui gravitent autour, qui sont dans des agendas différents. Les groupes qui ont de l'argent, ils font des télés. Ils ont un agenda précis. Le pouvoir, il a des intérêts précis. Hamid Green va se situer dans quel agenda? Le plus probable, le plus logique, c'est qu'il va se situer dans la gestion au quotidien. Voilà, c'est chouf hadak, aoudak, censurer hadak, balak hadak, qalaq hadak, etc. Bon, c'est la gestion de la presse algérienne au quotidien telle que ça se passe par les ministres depuis très longtemps. Est-ce qu'il peut avoir un agenda et se dire l'éthique c'est ça, on peut aller loin, donc malgré tout ça on va poser les jalons de quelque chose, je l'espère. Je ne sais pas s'il a cet agenda, je ne sais pas s'il pourra le faire, j'espère qu'il le fera. Ça ne peut pas être son propre agenda, c'est un truc politique global. Voilà. D'un courant du pouvoir, l'un des agendas du pouvoir. Oui, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous de nous avoir écoutés malgré le gros incident qui s'est déroulé. Merci d'avoir été patient. On se retrouve jeudi prochain dans de bonnes conditions, comme d'habitude.